Et donc, bienvenue de nouveau. On enchaîne avec l'actualité pour les tumeurs gynécologiques. Alors, on a le plaisir d'avoir deux expertes dans le domaine. Dans quel ordre allez-vous passer, mesdames? Donc, on commence avec le professeur Alexandra Léry. Alors, ça c'est un petit peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui pour que vous soyez au courant. D'ailleurs, à nous deux, on va vous présenter quand même des résultats, certains très positifs, d'autres moins. Donc la première, c'est Rosella. Donc pour vous rappeler, pour mettre un peu le contexte dans les cancers de l'ovaire, quand on est en ovaire résistant, rien n'a avancé pendant 15 ans. Vraiment rien. On n'a jamais amélioré la survie globale dans les cancers résistants. Jusqu'à il y a quelques années, on a eu un ADC qui s'appelle le mirvetuximab qui a amélioré la survie globale en résistant. C'était une première, en tout cas dans ma carrière, et ça a été le premier nouveau médicament en résistant. Ici, on a eu une nouvelle étude, et pour être tout à fait franc, à laquelle je ne croyais pas, parce que je ne comprenais pas le mécanisme biologique. C'est Rosella. Et ici, il s'intéressait à un médicament qui s'appelle le relacorilant, qui est un inhibiteur assez spécifique du récepteur au glucocorticoïde. D'accord ? Et des données précliniques dans le laboratoire démontraient que ça semblait augmenter la cytotoxicité de la plupart des chimios, notamment des taxanes. D'accord ? Résultat, ils ont décidé de le tester en résistant, en combinaison avec un taxane. Le problème avec ce médicament, c'est que puisque c'est un inhibiteur du récepteur à la glucocorticoïde, il ne faut pas le donner avec des stéroïdes. Or, le Taxol nécessite une prémédication avec de la cortisone à cause du risque d'allergie. Donc, ils ne pouvaient pas le combiner avec du Taxol, donc ils l'ont combiné avec du nab-paclitaxel. Donc, grosse étude de phase 3 basée sur des résultats très encourageants dans une phase 2 randomisée qui avait montré l'intérêt de rajouter ce médicament au nab-paclitaxel dans les cancers de l'ovaire résistant. Donc, grosse phase 3 internationale. Les patients en rechute résistant avaient soit nab-paclitaxel seul, soit nab-paclitaxel avec cet inhibiteur. D'accord ? Et leur endpoint était PFS et survie globale. En termes du taux de réponse, qui n'était pas leur endpoint principal, d'accord ? Il n'y avait pas vraiment une amélioration du taux de réponse, il restait quand même assez faible. Meilleur contrôle de la maladie, suggérant que peut-être ça améliorait la stabilité et le contrôle de la maladie. Mais comme je vous ai dit, ce n'était pas leur endpoint. Leur endpoint, c'était la survie sans progression et potentiellement la survie globale également. Donc en premier, ils analysaient la survie sans progression. Si elle était possible, ils avaient le droit d'aller chercher la survie globale. À l'analyse intérimaire, le P était assez bas, il était à 0,0001. Et à l'analyse finale, avec plus d'événements de décès, à ce moment-là, le P diminuait à moins 0,05. Et il y a eu un press release qui a dit que l'étude était positive sur la PFS et l'OS. Déjà, comment on a le droit de faire ça? Je ne comprends pas. Mais je vais dans le mauvais sens. Voilà. Mais il est vrai que vous regardez la survie sans progression, et je rappelle, c'était leur endpoint principal. D'accord ? Il fallait au moins démontrer ça en premier. Eh bien, il y a un bénéfice significatif en termes d'un hazard ratio de 0,7 avec un P clairement significatif. Alors, quand vous regardez les médianes, les différences sont petites, mais en résistant, on a tellement de mal à démontrer une amélioration avec un truc qui est quand même relativement bien, qui devrait être plutôt bien toléré. La survie globale, ils ont un petit peu triché dans le press release parce qu'en fait, c'est une analyse intérimaire et donc leur P est peut-être moins de 0,05, mais ils n'ont pas le droit d'appeler ça statistiquement significatif. Mais il y a quand même, il faut le voir, il y a quand même des mois d'amélioration en termes de survie globale chez les patientes qui ont vraiment une survie globale qui est catastrophique. Et la tox, étonnamment, en fait, était légèrement augmentée par cet inhibiteur du récepteur à la glucocorticoïde, avec un petit peu plus de tox tout venant, notamment un peu plus de tox de grade 3 au niveau hémato et au niveau fatigue, d'accord, auquel je ne m'attendais pas forcément. Donc en conclusion, le relacorilant en association au nab-paclitaxel améliore la survie sans progression. Ils ont atteint leur objectif principal, en tout cas le premier. Donc, c'est un essai positif sur ce critère. De manière vraiment importante, 60% des patientes étaient rentrées dans cet essai après un inhibiteur de PARP. Et là, on sait que rien ne marche. D'accord ? Donc, c'est vraiment des patients de mauvais pronostic. À cette analyse intérimaire, on ne peut pas dire qu'il y a un bénéfice en survie globale, même si on a quand même l'impression qu'il y a une tendance. Il faudra attendre l'analyse finale. J'étais étonnée que ça augmente la tox hémato. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire en pratique ? Il faudra voir comment on va pouvoir apporter ça à nos patientes parce que le nab-paclitaxel, on n'a pas d'approbation en gynéco.
Donc, il faudra probablement faire une approbation pour le couple, la combi. Et en attendant, pendant que cet été était en cours, nous, on a une approbation en résistant. Donc, le standard of care n'est plus ce qu'ils avaient utilisé dans cet essai qui était de la chimio qui ne marche pas, mais le mirvetuximab, en tout cas pour des patientes FR-alpha élevées. Mais en tout cas, honnêtement, que en 2 ans, on ait eu 2 études positives en résistant, c'est quand même une excellente nouvelle pour nos patientes. Et la deuxième étude que j'allais vous rapporter, c'est la phase 3 FIRST, qui était la 5e étude évaluant l'intérêt d'un PD1 ou d'un PDL1 en première ligne de maintenance et avec la chimiothérapie dans les cancers de l'ovaire. Les autres études étaient toutes négatives, même si certains sponsors ont essayé de trouver un petit sous-groupe du sous-groupe qui était positif. Globalement, les anti-PD1 et PDL1 ont été décevants dans les cancers de l'ovaire, peu importe, en tout cas en première ligne. Mais cette étude-là, en plus menée par les Français, évaluait le dostarlimab et le niraparib en première ligne. L'objectif primaire, c'était la PFS ou la survie sans progression. Et juste un principe intéressant, cette étude avait 3 bras quand elle a été montée. Et il y avait un bras avec juste du B20 en maintenance, un bras avec Nira B20 en maintenance et un bras Nira Dosta B20 en maintenance. Mais dans le design de l'étude, on avait dit que s'il y avait des nouvelles données qui justifiaient de l'arrêt d'un bras, on pouvait l'arrêter. Et donc ça, je trouve ça quand même intelligent d'avoir de la flexibilité. Résultat, assez rapidement, le bras qui avait juste du BEVA a été arrêté parce que les PARP ont démontré leur intérêt en première ligne en maintenance. Donc les caractéristiques des patients de mauvais pronostic de stade 4, ce qu'on a l'habitude de voir. Et l'étude est positive. C'est notre première étude positive avec une immunothérapie en première ligne en maintenance. Le P est significatif. Cependant, est-ce que cliniquement, on considère que ceci est cliniquement significatif? Probablement non. Parce que la différence, la médiane, elle passe de 19 à 20 moins, ce qui vraiment est petit. Le hazard ratio est 0,85. On a essayé de trouver des sous-groupes qui pourraient en bénéficier plus. Les PDL1 positives, elles ne bénéficient pas plus. Il y a tout un rationnel biologique en préclinique que les BRCA mutés devraient répondre aux immunothérapies. Aucun essai n'arrive à démontrer cela, donc on n'a pas réussi à sortir un groupe. Donc en conclusion, et c'était une investigatrice française qui a présenté cette étude, a dit que l'ajout du DOSTA pendant la chimio, puis en entretien avec du BEVA et du NIRA, le BEVA c'était au choix de l'investigateur, augmente la survie sans progression, mais honnêtement, même si le P est significatif, le bénéfice reste très modeste. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à trouver un sous-groupe qui semble en bénéficier de manière préférentielle. Et honnêtement, pour aujourd'hui, on ne considère pas que vraiment ça modifie la prise en charge de première ligne. Donc, est-ce que c'est probablement le clap de fin des anti-PD1, PD1 en première ligne dans le cancer de l'ovaire? Je pense que oui. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas d'autres stratégies à l'ASCO pour stimuler la réponse immunitaire dans les cancers ovariens? Et on va au moins donner un exemple. Et je passe la main à Kaïssa. Merci beaucoup Alexandra. Donc Kaïssa Ouali, médecin à la fois au sein du comité gynécologique et du département d'innovation thérapeutique, le DITEP. Nous t'écoutons. Merci beaucoup. Donc en effet, donc on était un peu déçus par cette étude et donc c'est vrai que quand on est arrivé pour l'étude que je vais vous présenter, on n'était pas ultra optimiste. Donc cette étude en fait, elle a évalué de l'IL-12 pégylé qui était administré par voie intrapéritonéale. En fait, les patientes, on leur mettait un cathéter avant de commencer le traitement, en combinaison avec une chimiothérapie néoadjuvante, carboplatine, Taxol, toutes les 3 semaines. Et ça, c'était le bras expérimental. Et dans le bras contrôle, les patients elles recevaient le traitement standard qui était la chimiothérapie néoadjuvante seule. Dans le design de l'étude, les patientes, elles devaient, si c'était possible, bénéficier d'une chirurgie après 3 cycles de chimiothérapie néoadjuvante. Et en post-opératoire, elles recevaient de nouveau 3 cycles de chimiothérapie par carboplatine Taxol, plus ou moins, du coup, toujours l'immunothérapie en intrapéritonéale toutes les semaines. Donc, cette étude, elle a surtout inclus des patientes qui avaient des stades 3C initiaux, donc avec une atteinte péritonéale macroscopique. Il y avait un taux de patientes qui avaient un statut HRP et un statut BRCA non muté qui était un peu plus important que dans les études habituellement, qui était autour de 70%. Et la seule chose à retenir avant que je vous parle des résultats, c'est qu'en fait, on nous a présenté dès le début de l'étude qu'ils avaient designé leur étude de manière à ce qu'ils n'avaient pas la puissance nécessaire en fait, pour conclure quoi que ce soit. Ce qui est un peu dommage, on va le voir après.
En termes d'effets secondaires, on avait quand même 72% des patientes qui ont présenté un effet secondaire sévère. Ces effets secondaires, c'était surtout des douleurs abdominales qui étaient assez importantes, on va le voir après, ou des complications au niveau du cathéter péritonéal, notamment des infections ou des thromboses. Et on avait un peu plus de 20% des patientes qui en fait ont dû arrêter le traitement à cause de ces effets secondaires. Ils ont publié l'article de leur phase 2 le jour même et en fait on a vu qu'ils ont dû amender leur protocole pour mettre en place un protocole de prémédication avec des morphiniques avant l'injection et dans les 24 heures qui suivaient à cause justement de ces douleurs. La chose à retenir, c'est qu'on n'avait pas d'effets secondaires systémiques qui étaient reliés à ces injections d'IL-12, notamment pas d'effets secondaires auto-immuns. Le nombre médian de chimiothérapie dans les 2 bras était équivalent de 6 cycles, 3 avant, 3 après. Et malheureusement, on avait finalement une dose d'intensité qui n'était pas très importante dans le bras où les patientes elles recevaient l'IL-12, notamment en post-opératoire, avec seulement 11% des patientes qui avaient reçu l'ensemble des injections, justement à cause de ces effets secondaires. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne peut malheureusement pas conclure par rapport aux résultats en termes d'efficacité. On a quand même des résultats qui semblent intéressants, notamment en termes de taux de réponse, au niveau un taux de réponse complète qui était de 26% dans le groupe où les patientes elles recevaient l'IL-12 contre 13% dans celui où les patientes recevaient la chimiothérapie néoadjuvante seule, avec un taux de chirurgie qui était considéré comme complète R0, qui était beaucoup plus important dans le bras avec l'immunothérapie, 64% contre 52%. Et donc, on avait une tendance à l'augmentation de la PFS dans le groupe immunothérapie, 14,9 mois contre 11,9 mois, avec a priori un bénéfice qui semblait un peu plus important chez les patientes qui recevaient un inhibiteur de PARP. De même, du coup, on avait une tendance à l'augmentation de la survie globale dans la population globale dans le bras immunothérapie, avec, pareil, un bénéfice qui semblait un peu plus important chez les patientes qui recevaient un inhibiteur de PARP. On n'a pas encore les données sur la stratification sur le statut BRCA ou HRD. On sait juste que on nous a juste en fait donné les données sur les patientes qui recevaient un inhibiteur de PARP. Et donc, une phase 3 est actuellement en cours, justement, pour essayer d'aller un peu plus loin avec cette nouvelle stratégie d'immunothérapie en première ligne dans les cancers de l'ovaire, qui, on l'espère, donnera peut-être des meilleurs résultats. Et ils vont, a priori, poursuivre leur protocole. Ils essaient d'améliorer un peu leur prémédication parce qu'on a quand même un taux d'effets secondaires et d'arrêt de traitement assez important dans cette étude. La deuxième étude que je vous présente, c'est l'étude TRUST. Pour ceux qui font de l'oncogynéco, vous devez avoir dans votre RCP les mêmes discussions que nous, avec la discussion éternelle de quand est-ce qu'on fait en fait la chirurgie de débulking. Est-ce qu'on la fait d'emblée ou est-ce qu'on fait une chirurgie intervallaire après une chimiothérapie néoadjuvante? Donc il y a déjà d'autres études qui ont déjà été présentées antérieurement, des études multicentriques notamment, qui avaient notamment été critiquées parce que au niveau, les centres qui avaient inclus les patients avaient en fait des degrés d'expertise qui étaient différents. Or, on sait que c'est très important de prendre en charge ces patients dans un centre de référence parce que c'est une chirurgie complexe. Et donc, cette étude, elle a évalué chez des patientes qui avaient un cancer de l'ovaire de stade 3B, 3C ou 4, qui étaient considérés comme résécables d'emblée, un traitement par chirurgie première ou une chimiothérapie néoadjuvante suivie d'une chirurgie intervallaire. Dans cette étude, toutes les patientes étaient prises en charge dans des centres de référence qui étaient du coup certifiés pour ce type de chirurgie. Et le critère de jugement principal, c'était la survie globale. En termes de patientes, on avait surtout des patientes de nouveau de stade 3C avec une répartition équilibrée entre les deux bras, des patientes qui avaient surtout un cancer séreux de haut grade. Et l'étude est malheureusement négative puisque on n'a pas de différence en survie globale dans la population globale de l'étude. On a une différence, enfin une tendance à l'amélioration de la PFS dans les deux groupes, mais comme on peut le voir ici, c'est une question de 2 mois, comme on l'a déjà discuté tout à l'heure. Et
comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence en survie globale? Finalement, le taux de chirurgie complète dans les deux groupes était quand même différent. Les patientes qui avaient une chimiothérapie néoadjuvante avec un taux de chirurgie complète de 85% contre 70% dans le bras où elles avaient la chirurgie d'emblée, ce qui peut expliquer aussi cette différence en termes de survie globale, puisqu'on sait que malheureusement, les patientes qui ne vont pas être opérées auront une moins bonne survie. Ils ont essayé de voir est-ce qu'il y avait des sous-groupes dans lesquels la chirurgie première semblait être une meilleure option. Et donc, il y avait un bénéfice en survie globale dans les sous-groupes de stade 3 et les patientes qui avaient bien entendu une chirurgie R0. Il n'y avait pas de stratification sur le statut BRCA ou HRD. On sait que ça joue aussi sur la survie des patientes. Et donc, l'autre chose importante de cette étude à retenir, c'est que malheureusement, on avait un taux de complications péropératoire et post-opératoire qui était beaucoup plus important dans le groupe où les patientes étaient opérées d'emblée, avec, comme on peut le voir ici, des chirurgies de résection digestive beaucoup plus importantes, 68% dans le groupe chirurgie d'emblée contre 38% dans le groupe chirurgie intervallaire, avec un taux de stomie qui était du coup plus important dans le groupe chirurgie d'emblée, et des complications post-opératoires avec des nécessités de reprise chirurgicale et des complications cardiovasculaires et thrombemboliques qui étaient plus importantes aussi. Donc pour l'instant, les débats vont continuer. On n'a malheureusement pas de réponse à cette question avec cette étude. Et donc la dernière étude que je vous présente, c'est celle-ci. C'est une étude de phase 1-2 qui évalue un inhibiteur de CDK2 qui s'appelle INCB 123-667. Pourquoi est-ce que c'est une molécule intéressante dans les cancers de l'ovaire? On sait que les amplifications de CCNE1, c'est environ, selon les études, 20% des cancers de l'ovaire. Et que ça conduit en fait à une entrée prématurée dans la phase S du cycle cellulaire, ce qui va donner lieu à un stress réplicatif. Et le fait de bloquer le complexe CDK2 cycline E1 va donner lieu du coup à une mort cellulaire chez ces dans les cellules tumorales. Donc, c'était une étude de phase 1 avec une partie d'escalade où les patientes en fait, n'avaient pas besoin d'avoir une amplification de CCNE1 pour entrer dans l'étude, et une deuxième partie d'extension qui était spécifiquement pour les cancers de l'ovaire séreux de haut grade, où les patientes cette fois-ci devaient avoir l'amplification de CCNE1 pour être incluses et devaient n'avoir reçu que 4 lignes de traitement antérieures. Donc, au total, sur ces deux parties, 90 patientes ont été incluses. Plus de 90% avaient une hyperexpression de CCNE1 au niveau protéique. Comme on peut le voir ici, en termes d'effets secondaires, on avait des effets secondaires qui étaient beaucoup plus importants à la dose de 125 mg par jour, qui du coup n'a pas été poursuivi pour la phase d'extension. Et un taux d'effets secondaires de grade 3 qui était à peu près d'une vingtaine de %. Et ces effets secondaires, c'était surtout des effets secondaires hématologiques, notamment des anémies, mais qui finalement donnaient lieu à assez peu de réduction de doses et d'arrêt de traitement dans les doses qui ont été poursuivies pour la suite pour l'extension. En termes de réponse, on avait un taux de réponse qui était de 35,7% chez des patientes qui du coup avaient quand même reçu au moins une médiane de 3 à 4 lignes de traitement selon l'escalade ou l'extension. Un taux une PFS qui était autour de 4,5 mois. Et un taux de contrôle de la maladie de 71% avec des résultats qui étaient à peu près équivalents que la prise soit de 100 mg une fois par jour ou 50 mg 2 fois par jour. En termes de médiane de réponse, on était autour de 4 mois. Et globalement, ce qu'ils ont montré, c'est que toutes les patientes qui répondaient avaient une amplification de CCNE1. Donc, c'est vraiment un biomarqueur pour cette molécule. Et donc, des résultats qui sont assez prometteurs. Et donc, l'étude se poursuit actuellement avec des combinaisons qui sont en cours. Les messages clés, Alex? Je crois que les deux messages clés, c'est qu'on a potentiellement une nouvelle stratégie pour les résistants. Et la deuxième chose, c'est que l'essai de chirurgie, il est pragmatique, mais il prouve qu'il faut surtout rien changer de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, si elles sont facilement opérables d'emblée, il faut les opérer. Mais par contre, si elles sont stade 4 jusqu'aux amygdales, il ne faut pas. Et donc, si elles sont pas facilement opérables d'emblée, il faut faire une chimio néoadjuvante. Donc, c'est un essai qui est négatif, mais pour moi, informatif. Donc, voilà. Merci beaucoup, bravo.
Est-ce qu'on a des questions pour la gynéco? Peut-être Alexandra, cette première molécule que tu nous as présentée de sensibilisation, on va dire, au taxane, est-ce que tu sais si c'est une molécule qui va être développée dans d'autres indications? Donc oui, maintenant qu'ils ont leur première phase 3, parce que c'est une petite boîte, donc là, c'est le moment, effectivement, d'essayer de monter d'autres projets. Alors, à nouveau, en sachant qu'il y a toujours ce petit problème avec la cortisone, mais peut-être que ce n'est pas insurmontable. Et donc, oui, parce que le résistant, c'est là où on fait sa preuve de concept, mais évidemment, le but, c'est de faire venir ces molécules plutôt dans la maladie. Donc, absolument. Merci beaucoup, bravo, merci à toutes les deux. Et donc, on va enchaîner avec notre dernière partie avant la pause, qui est la partie sur les tumeurs digestives.